Marketing est un terme importé qui, dans un premier sens, signifie tout simplement gestion commerciale. Cependant, si nous employons dans cet ouvrage le mot anglo-saxon plutôt que l'expression française, c'est parce que celui-ci correspond à une conception nouvelle des activités commerciales. Des raisons successives et de sens parfois opposés ont motivé ces transformations. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980, on est passé d'une économie de pénurie à une société de consommation. Mais au début des années 90, la situation économique était devenue périlleuse. Le chômage augmentait, la croissance de la production partout se ralentissait et parfois même s'arrêtait. La donne des années 2000 change. Une nouvelle vigueur, suscitée par les espoirs de la nouvelle économie, a entraîné un grand élan avant de laisser la place à des doutes sérieux. Pour faire face aux changements et aux menaces, le bon sens et l'expérience routinière des gestionnaires commerciaux ne sont plus de mise. Le marketing devient savant et les sciences sont inclinées à le servir. Nous avons maintenu l'expression anglaise pour éviter de recourir à sa traduction française, mercatique, qui n'a guère rencontré la faveur du public. Mais surtout, notre souci a été d'utiliser les termes employés par les praticiens. Rien ne serait, en effet, plus désolant que de donner au lecteur un vocabulaire technique qu'il ne retrouvera pas dans la vie professionnelle. C'est ainsi que l'on parlera de merchandising, de cible, de segmentation, de product mix, de médias, de portefeuille de produits, etc., etc. Nous aborderons d'abord le contenu du concept avant de déterminer dans quelle mesure le champ d'activité du marketing s'est étendu. Les mots comme les êtres ont une vie. Certains termes tout font tout de même une belle carrière dans le monde. Tel est bien le cas du mot marketing, qui, en quelques décennies, s'est imposé dans toutes les langues de la Terre puisqu'on parle de marketing à New York, à Paris, à Damas ou à Pékin. Mais que veut dire ce mot? Il renvoie à l'idée de marché, market. Allons donc sur un de ces marchés en sursis dans le monde occidental ou mieux encore dans un souk du monde arabe ou sur un marché de légumes en Chine. On y voit du côté du producteur des paysans qui ont réuni leurs denrées sur quelques tréteaux et qui les présentent bruyamment à la vente. De l'autre côté, on côtoie une foule d'hommes et de femmes en quête d'achat qui deviendront clients des producteurs, puis consommeront des produits. Voilà l'économie à l'état naissant. La production d'une part et la consommation d'autre part, mais entre ces deux activités s'est glissée une troisième, l'échange. C'est au cœur de cette dernière opération que va prendre sens la notion de marketing. Nous commencerons par définir le mot avant d'observer qu'en raison de la marche de l'histoire, de l'évolution de l'environnement, des questions ne cessent de surgir à propos du marketing. Enfin, dans un dernier développement, nous constaterons que les domaines d'application du marketing ne cessent de s'étendre. Qu'est-ce que le marketing? Lorsque ce mot apparaît, il y a une cinquantaine d'années, il désigne une manière de rénover, d'effectuer des actes de gestion commerciale. Dans toute entreprise, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit sa taille, une partie des activités est commerciale. Il existe donc une fonction regroupant les opérations commerciales qui permettent de toucher des clients éventuels, de mieux connaître leurs besoins et d'adapter les produits et les services à leurs attentes, à leurs revenus et de vendre en vue de réaliser un bénéfice. On a longtemps défini le marketing comme l'exercice de la fonction commerciale assortie d'un certain nombre de nouveautés résultant d'un passage d'une économie centrée sur la production à la société de consommation que connaissent les pays occidentaux. Lorsque, au virage de la deuxième moitié du XXe siècle, apparaît le marketing, on l'oppose à la fonction commerciale traditionnelle axée sur la production et sur la vente forcée. Ce qui caractérise le nouveau venu, c'est la prise en compte systématique des attentes des consommateurs. Le marketing est alors envisagé comme un esprit plus qu'un ensemble de techniques
Pareille pratique rénovée de la fonction commerciale se fonde cependant sur des études sur des apports scientifiques divers, tels que la psychologie, la statistique et l'informatique, etc. Et sur des méthodes rationnelles comme le test de produits, le contrôle des résultats, etc. Nous tentons de mieux cerner l'idée même impliquée par ces pratiques. Il existe de nombreuses définitions du marketing. Certaines, limitées dans leur extension au monde des firmes, s'en tiennent à le consolider comme la façon de gérer l'entreprise en essayant de servir les besoins des clients. D'autres, plus ambitieuses, considèrent que le marketing comme un mécanisme de société par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et leurs désirs au moyen de la création et de l'échange de produits et autres activités, autres entités de valeur pour autrui. Le marketing se situe donc entre deux extrêmes: une vision limitée à la sphère marchande, une fonction sociale plus large fondée sur l'échange. Quant à nous, nous adopterons ici une perspective essentiellement fondée sur la gestion des organisations et plus spécifiquement sur le management des entreprises. Le marketing est un processus, un ensemble de décisions et d'actes de gestion reposant sur l'étude méthodique des consommateurs et plus largement du marché. Tout en satisfaisant à la réalisation d'objectifs de rentabilité, le marketing permet à l'entreprise d'offrir à une ou plusieurs cibles de clients visés un produit ou un service convenant à leurs attentes. Pareille démarche consiste concrètement à prendre des décisions qui s'appliquent à plusieurs variables. La figure suivante rassemble les choix dont le périmètre n'a cessé de croître et d'évoluer. Pour comprendre le sens du schéma, il faut partir du centre de ces consommateurs, clients potentiels, prospects, dont il convient de prendre les attentes en considération afin qu'ils deviennent les clients réels. Le marketing mix, le premier cercle, regroupe les différents moyens qui s'offrent aux responsables des entreprises pour mener à son terme l'action commerciale. Il s'agit là de variables contrôlables. La liste des variables de marketing que nous représenterons dans le premier cercle n'est pas close. On pourrait assurément l'étendre en ajoutant par exemple la marque, le conditionnement, les services, les méthodes de vente, le déstockage et la livraison des produits, les remises de prix, les actions de marketing direct, les promotions, etc., etc. On désigne par le terme anglo-saxon marketing mix le choix puis le dosage aussi cohérent que possible que les gestionnaires effectuent parmi l'ensemble des variables commerciales. L'habitude a d'ailleurs été prise de regrouper sous 4 rubriques principales ces moyens d'action. C'est ainsi qu'à la suite de l'American McCarthy, on assimile le marketing mix à la combinaison de 4 éléments, les 4 P, soit en anglais Product, Price, Promotion, Place, c'est-à-dire mise en place ou distribution. Kotler a plus précisément complété la liste avec 2 autres P ayant pris une importance toute particulière, la politique et les public relations. Cette vision quelque peu schématique est aujourd'hui dépassée, même si elle conserve une vertu pédagogique. On sait que la performance de l'entreprise ne s'explique pas par la brillante réussite soit d'une campagne de publicité, soit d'une politique tarifaire, mais repose tout au contraire sur la cohérence durable d'un mix global, cohérence entre tous les éléments du mix, cohérence du mix avec l'image de l'entreprise, avec son savoir-faire, cohérence dans le caractère de la mise en application. En effet, la planification marketing, telle qu'elle a été conçue, est remise en cause. Le processus traditionnel respectait plusieurs phases: la sélection et définition des objectifs, étude des opportunités commerciales et des ressources de la firme, choix de voies stratégiques, mise en œuvre des options et enfin contrôle. Un plan de marketing structuré selon ces étapes décrivait les choix stratégiques, cibles, positionnement, etc. et les conséquences de ces choix sur le marketing mix, sur les 4 P
Une telle procédure apparaît de nos jours très lourde, trop lente pour répondre aux besoins de rapidité de l'action time-based competition. De fait, l'environnement s'élargit et devient de moins en moins saisissable, tandis que les comportements des consommateurs évoluent plus rapidement. La technoscience multiplie les innovations, la poussée technologique, technology push, prenant souvent le pas sur l'attraction du marché market pull. Dans certaines branches, les producteurs subissent le pouvoir discrétionnaire, croisant les grands distributeurs. Enfin, la pratique des alliances et des partenariats pour mener des projets éphémères bouleverse les habitudes de planification et met en cause les frontières même de la firme. Au-delà de la nécessaire liaison entre les actions commerciales de l'entreprise et ses clients ou prospects, il convient d'intégrer les autres acteurs que sont les concurrents, les distributeurs et plus généralement l'opinion publique. Par exemple, les entreprises produisant et vendant généralement des PGC, produits de grande consommation, savent bien qu'elles sont sans doute davantage devenues un élément du mix savent bien des grands distributeurs qu'elles ne peuvent elles-mêmes intégrer ces grands distributeurs parmi les éléments de leur propre mix. Pour renforcer l'efficacité des actions du premier cercle, le marketing mix, il est hautement souhaitable d'entourer la démarche marketing d'une couronne de ressources tenant à l'information, à la finalisation, à l'organisation et au contrôle. Les grandes entreprises ont mesuré tous les gains obtenus en offrant aux actions le marketing opérationnel des supports performants, ordinateurs en réseau, fichiers qualifiés, veille stratégique, objectifs de moyen terme, flexibilité des équipes de vente, etc. La démarche marketing, au final, se met en place dans des environnements très spécifiés. La démographie d'un pays conditionne en bonne partie la demande de logement qui, elle-même, impose le nombre de grues qui seront nécessaires, mais en tenant compte des habitudes techniques de production et de construction. La réglementation des permis bateaux conditionne les gammes de moteurs hors-bord, puissance à limite du 100 permis. L'avènement de la nouvelle norme pour les téléphones mobiles devrait périmer tous les cellulaires de la première génération. En bref, le marketing n'est pas figé, ses pratiques évoluent, ses principes même s'adaptent. Les gestionnaires sont en effet contraints de prendre en compte un environnement plus vaste, un milieu plus rapidement changeant et plus concurrentiel. Certes, il convient de rester toujours attentif aux attentes des consommateurs, mais celles-ci semblent parfois en retrait par rapport aux possibilités d'applications commerciales qui ne cessent d'émerger. Depuis quelques années, les concepts de produits ou services proposés aux consommateurs sont tellement innovants, relèvent de technologies tellement différentes que le futur client éventuel ne parvient pas à imaginer à quel besoin précis son achat pourrait répondre. Dès lors, il devient très délicat, voire inutile de tenter d'interroger le consommateur avant de lancer le produit. Les réponses obtenues auraient toute chance d'être peu crédibles. Dans ce cas, la seule solution est d'oser un lancement en s'entourant des informations existantes naturellement et d'espérer que l'offre créera sa propre demande. L'exemple le plus connu est celui du baladeur. Toutes les études de marché classiques prédisaient un échec pour Sony, dans le même ordre d'idées, pour des produits ou services comme le téléphone mobile, la télévision numérique, les home cinéma. Les consommateurs ne peuvent annoncer en toute certitude l'intérêt qu'ils porteront au produit qu'après une certaine durée d'utilisation personnelle. Le marketing ne disparaît pas, mais il se transforme. Il oblige les marketeurs à se poser de nouvelles questions. L'apparition du marketing a engendré depuis plus d'un demi-siècle des controverses et des débats. Il suscite des interrogations et il est souvent très hasardeux d'apporter une réponse définitive à ces questions.
Le marketing a parfois été présenté comme l'application pratique de la théorie économique néoclassique selon laquelle c'est le point de vue du consommateur qui l'emporte sur celui du producteur. En respectant les désirs des prospects, les entreprises rendent le meilleur service possible à la société et atteignent la rentabilité. Or, de nombreux observateurs démontrent que ce postulat n'est pas conforme à la réalité. Pour les marketeurs, dans l'entreprise, les attentes des consommateurs ne sont qu'un des éléments du choix que l'on respecte si le projet semble rentable. Dans le cas contraire, on peut tenter de modifier par les instruments de communication, par la publicité et la promotion des ventes, la demande des consommateurs. En définitive, la naissance des produits nouveaux est tributaire de ce que l'entreprise peut fabriquer et de ce qu'elle reste en mesure de faire accepter. Il n'y a donc pas d'harmonie entre le point de vue du consommateur et celui du producteur, entre les attentes constatées et les produits offerts, d'où de nombreuses dérives qui ont conduit à deux types de critiques. En premier lieu, la critique radicale de la société de consommation qu'enfantent les pratiques du marketing. En second lieu, une critique moins vive, celle du consumérisme qui dénonce les nombreux abus. Produits nocifs, manque d'information des clients, mensonges publicitaires, manipulation du prix, etc. et oblige les entreprises à remédier aux défauts. Dans certains spécialistes estiment que depuis quelque temps, des consommateurs ont évolué. Dans les années 90, il serait même apparu un nouveau consommateur caméléon, selon l'expression de Bernard Dubois, qui achète en fonction des circonstances et de son humeur. Il est plus prudent, mieux informé, en quête de nouveautés, versatile, donc moins fiable, exigeant sur la qualité des produits et des services. C'est ainsi que les nouveaux consommateurs recherchent de plus en plus de traçabilité du produit, une labellisation, une certification de la qualité, des AOC, appellation d'origine contrôlée par exemple. En définitive, ce client, plus soucieux de ses intérêts et surtout mieux à même à les prendre, à les défendre, peut être considéré comme un expert dont les entreprises doivent intégrer les aptitudes nouvelles dans leur politique de marketing. Le client est considéré comme un partenaire, un coproducteur qui participe à l'élaboration des produits et des services et qui oblige à envisager des adaptations organisationnelles dans l'entreprise. Cette idée de client coproducteur qui caractérise, comme on le constatera dans la prochaine section, les relations commerciales d'une entreprise engendre de nouvelles relations. Les rapports entre les entreprises de production, de distribution et le consommateur s'entremêlent de plus en plus. Deux caractéristiques sont à noter. Le distributeur, grande enseigne telle que Carrefour et Auchan, est considéré par son fournisseur, Danone par exemple, comme un client. Les responsables de Danone mettent en place un marketing particulier à Carrefour ou à Auchan. On parle de trade marketing, ce qui aboutit à des offres communes élaborées en partenariat entre le producteur et le distributeur. Category management. Le client, qu'il s'agisse d'un consommateur ou d'une organisation, devient un partenaire, mieux encore, une personne avec laquelle on n'effectue pas des transactions anonymes et épisodiques, mais avec qui on s'efforce de construire une relation privilégiée. Le marketing one-to-one désigne ce passage d'un marketing transactionnel à un marketing relationnel dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant. Le passage au marketing relationnel. Pour nouer des liens plus étroits, plus constants, plus personnels entre l'entreprise et ses clients, voire plus largement entre la firme et son personnel, on s'efforce de développer la confiance que ceux-ci, les partenaires de la firme, éprouvent pour celle-là, la firme. On définit la confiance comme un sentiment de sécurité, comme l'assurance psychologique ferme de celui qui se fie aux produits, aux services, aux marques, aux promesses des responsables du marketing d'une entreprise. C'est sur la confiance que devrait reposer le succès d'un marketing relationnel performant.
En effet, les relations de confiance que les responsables du marketing vont établir avec leurs clients incitent à des pratiques plus vertueuses, donc moins opportunistes. Ainsi résistera-t-on à la tentation douteuse de réaliser une belle affaire à court terme sans mesurer ses effets néfastes à long terme. Dans le cadre des partenariats B2B Trade Marketing, on montrera avec le partenaire des opérations d'autant plus ambitieuses et prometteuses qu'on a foi en la solidité de ses engagements. Comme le management stratégique prône une gestion plus morale, business ethic, le marketing cherche à instaurer des pratiques plus vertueuses car la confiance se perd lorsqu'elle est déçue à une époque où l'on se réfère d'autant plus à l'éthique que fleurissent les affaires. On ne peut que formuler le vœu suivant que le marketing parvienne à développer des relations effectives de confiance, de sécurité, s'appuyant sur des promesses fermes et solides, car sinon le consommateur ne pourrait donner sa foi à l'entreprise et nul ne s'étonnerait lors de son infidélité. L'opportunisme reproché aux consommateurs provient souvent de marketing douteuse qui, sous couvert de recherche d'efficacité, conduisent à un anti-marketing. Au-delà des considérations générales sur les liens entre marketing et éthique qui portent prioritairement sur la politique publicitaire, on voit se développer lentement la notion de commerce équitable, promotion de la vente de produits généralement alimentaires, garantissant la protection de l'environnement, une juste rémunération pour les producteurs, des conditions de fabrication protégeant les personnes démunies. Monoprix référence ainsi certains cafés sous le label Max Havelaar. Pour personnaliser le contact marketing relationnel, les responsables du marketing disposent d'outils informatiques et de communication de plus en plus performants. C'est ainsi que la majorité des grandes entreprises ont constitué des bases de données réunissant une multitude de renseignements sur chaque client potentiel. Là où les transformations dans la société, les progrès des outils informatiques et des moyens de communication ont conduit quelques observateurs à penser qu'un nouveau monde naissait et qu'en conséquence, un marketing postmoderne devrait prendre la place d'un marketing révolu. On a donc vu certains auteurs critiquer le modernisme. Certains prétendent que les consommateurs postmodernes seront caractérisés par l'individualisme et cultiveront à la recherche de l'originalité forcenée. D'autres spécialistes considèrent que l'individualisme sera passager et qu'au contraire la société évoluera vers des communautés à la recherche d'émotions collectives. Société froide fondée sur des comportements individuels ou société chaude dans laquelle s'éboreront de multiples tribus, le débat n'est pas tranché. L'avenir, source d'imprévisibles nouveautés, reste à vrai dire insondable. Mais le mur opaque du temps empêche les spécialistes du marketing de se poser une dernière question. À cette interrogation, certains chercheurs généralement issus du monde universitaire apportent une réponse positive. Ils pensent qu'il est possible de fonder une véritable science du consommateur et plus généralement des comportements d'échange qui caractérisent le marketing. Ils pensent que l'on peut décrire cet univers et qu'on y relève des irrégularités, sinon des lois. Ils estiment enfin que les méthodes scientifiques s'appliquent à toute la matière commerciale. Comme l'unanimité n'est pas réalisée au sujet des méthodes dans le domaine des sciences humaines, quelques chercheurs partent en quête de nouvelles méthodes post-positivistes qui permettraient d'échapper au piège des méthodologies trop restrictives. Ainsi légitiment-ils l'accès au marketing dans l'empire des vraies disciplines scientifiques. Ce souci académique de scientificité ne touche guère les professionnels des entreprises. Pour ces derniers, le marketing est plus un art, une technique, une science. Le but qu'ils poursuivent, c'est de gouverner l'entreprise, plus précisément de vendre de manière rentable lorsqu'il s'agit des commerciaux.
Le marketing développe des connaissances, des procédures, des méthodes. Il suppose aussi de décider de s'engager dans l'action dans le cadre des opérations menées dans une entreprise ou plus largement dans une organisation. Le marketing est donc pratique et théorique à la fois. La théorie n'est dans ce domaine nullement opposée à la pratique, mais l'une et l'autre se fécondent quels que soient les domaines multiples où s'exerce le marketing. Le marketing est apparu dans les entreprises de production de biens de consommation. Rapidement, les managers d'autres firmes appartenant à d'autres branches et à d'autres secteurs économiques ont mis en œuvre des démarches commerciales rigoureuses inspirées par les méthodes du marketing naissant. Ce sont maintenant les décideurs appartenant à des activités éloignées des strictes préoccupations économiques qui pratiquent le marketing. Les domaines marchands distinguons trois cas. Le marketing par secteur économique. Le marketing moderne est né aux États-Unis, dans les entreprises qui, telles que Procter & Gamble, mettent sur le marché des produits courants et banals, comme des lessives et des dentifrices par exemple. En France, dès les années 60, les firmes comme Danone, L'Oréal, Renault ont transposé à la commercialisation d'autres produits, biens alimentaires, produits de beauté, voitures, les enseignements puisés chez les lessiviers. Le marketing touche donc depuis plusieurs décennies tous les produits de grande consommation. L'expression B2C, Business to Consumer, recouvre de nos jours ce champ d'application. Cependant, le marketing, le B2C, se diffuse aussi dans les entreprises qui offrent des services et des consommateurs à des consommateurs, par exemple dans les chaînes de restauration ou dans les banques. Enfin, hors de la sphère du B2C, le marketing concerne les produits ou les services vendus à d'autres entreprises ou à d'autres organisations. Ce marketing à caractère industriel est maintenant désigné par l'expression B2B, business to business. Si l'on considère un confectionneur Hugo Boss par exemple, sa stratégie de marketing dirigée vers les consommateurs conditionne ses choix d'approvisionnement et de sous-traitance d'une part, marketing amont, de distribution d'autre part, marketing aval. Concernant cette dernière orientation, il convient de souligner combien le marketing du producteur B2C est dépendant du marketing des grandes entreprises et de commerce et de détail, le marketing de la distribution. Le marketing international, le processus de mondialisation des échanges contraint les entreprises, les grandes aussi, mais aussi les petites, à s'insérer dans des marchés internationaux. Cela suppose que le marketing des entreprises prenne en compte les spécificités culturelles dues au franchissement des frontières, marketing interculturel, puis ajuste ses options aux caractéristiques économiques, juridiques ou sociales des différents marchés. C'est ainsi qu'on voit apparaître un marketing européen ou chinois par exemple, auquel se conforment Danone ou Carrefour. Au fil du temps, la notion de produit s'est élargie, elle s'applique aussi bien à des organisations telles que partis politiques, syndicats, collectivités territoriales, églises, etc., à des personnes comme des hommes politiques, des vedettes du spectacle ou bien des sportifs, à des idées telles que la lutte pour protéger la santé, la campagne de charité, la défense du consommateur. On emploie les moyens marketing pour promouvoir ces produits non marchands. Notons enfin que les responsables des ressources humaines dans les organisations ont de plus en plus recours aux méthodes de marketing pour améliorer les performances du personnel. C'est le marketing interne. C'est ainsi, par exemple, que l'on découpe les effectifs d'une firme en groupes homogènes de salariés présentant des caractéristiques communes. Puis on formule et on applique des politiques sociales adaptées à chacun des segments employés. On distingue donc différents champs d'activité au sein desquels le marketing trouve sa place. La liste de ces domaines n'est pas close, car d'autres exemples peuvent se révéler très
fructueux sur le marché du travail, sur celui des capitaux comme dans les politiques communales et régionales visant à attirer les investisseurs ou les touristes. Même si les domaines d'application du marketing se sont diversifiés, entraînant parfois des pratiques différentes, les méthodes et les processus de décision sont insuffisamment généraux pour qu'on s'en tienne dans cet ouvrage à une présentation globale du marketing et non pas à une exposition des applications particulières. Cependant, nous soulignerons les spécificités lorsqu'elles éclairent la compréhension. Enfin, l'action commerciale se situe dans un monde contingent où les futurs sont indéterminés. Pour faire le bon choix, autant qu'il est possible, l'homme de marketing doit donc s'informer, puis interpréter les connaissances acquises afin de diminuer l'ambiguïté avant de prendre une décision. S'informer, délibérer et choisir, telles sont les étapes du processus qui permet de prendre les décisions d'orientation et les décisions de mise en œuvre, d'où le plan que nous avons retenu. Première partie, l'information marketing. Deuxième partie, le marketing stratégie. Troisième partie, le marketing opérationnel.